Mesdames et messieurs, bienvenue. Je m'appelle Galgaï Bossomeninoy et on continue avec. Et je suis un fondateur du Design Terminal de Brain Bar, une série de conférences. Donc, on continue avec notre conférence organisée par le ministère de la Justice et le Institut de Ferenc Mader sur le droit comparatif. Notre conférence s'intitule Dialogue sur l'avenir de l'Europe, façonner l'avenir numérique de l'Europe. Et le deuxième panel est la numérisation et l'entreprise. Donc, dans la dernière décennie, j'ai une grande expérience avec la coopération avec des entreprises incluses dans la numérisation, dans le numérique, des géants comme la Chine, les États-Unis, la Corée du Sud montrent des résultats de plus en plus importants dans ce domaine également. Donc, quel est le parcours, le chemin pour l'Europe dans cet environnement numérique? Donc, j'ai l'honneur de lancer ce deuxième panel avec des intervenants comme la Sodiol, secrétaire d'État de la stratégie et la réglementation économique, Valentina Superti, directrice chez DG Gros Numérisation et Entreprises, Joséphine Wood, agente principale des programmes chez Euro-HPC, Ajibet Fitori, chef du groupe des affaires et relations européennes, Vodafone, et Marie-Thérèse Thiel, vice-présidente de la Chambre de commerce germano-hongroise. Et au lieu de Marcus Hilken, c'est Bola Jnej qui va remplacer sa présentation parce que M. Hilken ne pouvait pas être présent pour des raisons de santé. Donc, veillez à ce que votre microphone et la caméra sont éteintes pendant les présentations. Donc, c'est secrétaire d'État de Laszlo qui va présenter sur le point de vue hongrois de cette question. La parole est à vous. Merci, Gadgay, et je suis très contente de pouvoir être là. Merci pour l'invitation. Je suis venue avec un dilemme plutôt, et j'ai également des propositions pour le gouvernement hongrois en termes de stratégie numérique. Je pense que l'Union européenne se trouve en face d'une dilemme importante, c'est-à-dire que les systèmes des règles qui assurent un niveau de vie de plus haut niveau avec une protection de consommateurs, protection de consommateurs veut également dire protection de données. Ces règles imposent des coûts importants pour les citoyens européens, tout en nous laissant avec le problématique de la compétitivité européenne. Je pense que si nos entreprises sont un désavantage de compétitivité, il fallait prendre en considération les propositions d'une manière quantitative, par exemple, pour des entreprises qui veulent traverser la frontière de l'Union européenne. L'Union doit rester ouverte. Néanmoins, il est important que ce soit nous qui dictent les règles, parce que les coûts énormes chargés sur nos entreprises nuisent à la compétitivité de nos entreprises, à nous. Donc, chaque effort que nous avons fait dans les décennies précédentes était pour élever le standard de vie, le niveau de vie pour nos citoyens. Et il valait mieux de ne pas le perdre ce niveau déjà élevé. Et je pense que
Donc, selon le sondage du Banque d'investissement européen, il n'y a que 66% de la fabrication européenne sont représentés aux États-Unis qui ont adopté des technologies numériques. Donc, la taille est importante en termes de numérisation également. Donc, si on parle de la Chine, qui accueille des entreprises plus grandes, cela leur donne un avantage important. Donc, il s'agit d'une dette virtuelle. Les entreprises petites et moyennes sont des agents importants dans cet enjeu et je pense que si nous n'avons pas d'entreprise, grande entreprise, nous allons toujours rester en arrière, derrière dans cette compétition. Il y a on a besoin des réglementations de compétition en Europe pour des entreprises montant dans notre union, au sein de notre union. Il faut trouver l'équilibre en matière de protection de données entre les protections nécessaires, les contrôles nécessaires et la protection des individus et des données sensibles. Le développement est également nécessaire pour l'infrastructure numérique, non seulement vu que les produits numériques, la plupart de ces produits numériques sont fabriqués hors de notre Union européenne. Donc, d'augmenter la capacité de fabrication et d'avoir l'infrastructure nécessaire pour soutenir cette fabrication sont clés à notre développement. Donc, mes propositions sont les suivantes. L'industrie microéconomique, les services de nuage, les HPC, les réseaux 5G, l'intelligence artificielle, les applications, les solutions de santé intelligente, solutions intelligentes pour la santé, etc. Donc, je pense que des efforts que nous démontrons déjà en Hongrie aussi contribuent à ce développement numérique et nous sommes très contents que la Commission européenne a déjà commencé de travailler sur ce sujet aussi. Pour avoir des règles de jeu équitables, il faut soutenir les entreprises innovatives et compétitives. Je pense qu'il est important que ces entreprises restent dans les propriétés de l'Union européenne et nationale même, du point de vue patriotique. Je pense que pour rester compétitif au niveau mondial, donc, je pense que cela ne devrait pas poser une question politique. Je pense qu'il n'est pas facile d'éviter, vu que nous proposons la protection patriotique de ces entreprises en même temps que l'ouverture envers des entreprises et la coopération et connexion envers aux autres entreprises internationales. Des actes du gouvernement hongrois comprend également le soutien du processus de numérisation par des soutiens financiers et d'autres projets pour accélérer la numérisation. Je crois que pour accélérer véritablement ce processus, il faut observer, il faut un peu étudier cette question des entreprises, des petites et moyennes entreprises, des micro-entreprises.
j'ai rencontré, je suis en communication avec plus de 25 000 entreprises et j'ai personnellement eu des consultations avec plus de 3 000 entrepreneurs justement sur ces questions de numérisation, et le retour d'information que j'ai reçu de leur part, c'était justement qu'ils ont besoin d'un soutien pour cette transition numérique. C'est pour cette raison que nous avons établi un programme de transition numérique qui est baptisé Voli, mais c'est un prénom hongrois, mais également c'est l'abréviation pour l'information des entrepreneurs. Donc, c'est déjà très personnifié. Voli est une des assistantes qui aident leur transition. Donc, c'est pour les entreprises hongroises qui sont déjà très avancées sur ce chemin de transition de numérisation ont quand même besoin d'un soutien supplémentaire justement pour pouvoir démontrer comment ces entreprises pourront employer les technologies numériques de l'avenir. Et nous étions surpris de voir combien d'entreprises se sont joints à ce programme que nous avons établi pour l'assistance, pour le soutien de nos entreprises hongroises. La gestion de données, de big data, intelligence artificielle, les robotiques, etc., sont des piliers figurent également parmi nos propositions. Pendant la crise, nous avons vu que la population qui ont des compétences numériques avancées avait un avantage considérable. Et la vice-présidente responsable pour la digitalisation, pour la numérisation au Parlement européen, on a eu des discussions avec des collègues européens justement pour voir la situation. Il y a plus de 60 000 qui ont employé, 40 000 qui ont pu passer au prochain niveau, et ensuite, finalement, on est là avec environ 1000 personnes sélectionnées pour ce stage qui pourront commencer bientôt. Il y en a certaines qui travaillaient comme desk manager, donc directeur desk manager dans des entreprises multinationales, mais il y a d'autres stages qu'ils pouvaient remplir. Et le septième proposition, c'est pour l'éducation, concerne l'éducation et le big data et des programmes de formation. Il faut que nous puissions aider rapidement le système éducatif pour changer notamment la procédure d'accès au marché. Il faut que les conditions désormais des deux côtés soient adaptées. Il y a deux propositions très importantes afin d'atteindre cet avenir numérisé. Donc, il faut que l'Europe soit là au niveau mondial sur ce marché. Il faut qu'on soit pragmatique pour y arriver. Donc, ça peut être une stratégie autonome ouverte. Nous devons, au niveau européen, vraiment protéger nos valeurs, mais rester ouvertes. Il faut également qu'on soit prêt à prendre des actions claires. Il y a alors un programme hongrois moderne qui sert ces objectifs. Merci de votre attention. Monsieur le secrétaire d'État, merci beaucoup d'avoir présenté les objectifs de la Hongrie et merci d'avoir souligné vraiment
les OPA hostiles, c'est vraiment un sujet très rarement discuté. Et pourtant, quand on parle d'un espace numérisé, c'est très important de parler des OPA hostiles. Bonjour, mesdames et messieurs. J'espère qu'on m'entend. Oui, oui, madame la directrice, oui. Merci d'avoir eu la gentillesse de m'inviter à cette conférence. Je pense que c'est un moment spécifique que nous vivons, car au moment où nous parlons, à la Commission européenne, il y a un grand travail en cours sur la numérisation. Il est alors très important de regarder en détail comment nous pouvons accélérer la transition numérique afin notamment de pouvoir devenir plus résilient et plus compétitif à la fois. Plusieurs travaux ont déjà été accomplis et il est clair que les industries sont désormais plus préparées pour cet avenir numérique qu'elles n'étaient auparavant. Bien évidemment, il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore des défis très importants à relever en Europe aussi. Mais nous pensons également qu'il y a des possibilités, des opportunités qui s'ouvrent pendant cette transition. Et il y a plusieurs facteurs qui peuvent accélérer notre tendance de numérisation. Donc, en fait, depuis 2 ans désormais, ce que nous vivons, nous pouvons voir c'est-à-dire que nous pouvons compter sur les industries et il faut qu'on puisse compter encore plus sur elles. Il faut voir à quel point elles sont entreliées et il faut voir comment cette connectivité puisse être assurée même avec la limitation des contacts physiques. Donc, en effet, en matière de numérisation, il faut également dire que qu'il y a encore beaucoup de potentiel que nous n'avons pas encore utilisé. Il y a des entreprises et des sociétés qui investissent dans la numérisation. Alors, celles qui le font, on voit bien, ça sort désormais des statistiques, réussissent mieux que les autres qui ne font pas cet effort. Les PME, notamment, c'est une catégorie à part qui souvent était plus traditionnelle dans leur façon de faire par rapport aux grandes sociétés, grandes entreprises. Donc, en fait, on se focalise notamment sur des sociétés plus traditionnelles pour les aider à accomplir cette transition numérique. Il ne faut jamais oublier que nous disposons des ressources. Nous avons des programmes en cours, notamment grâce aux fonds qui sont là pour aider la transition numérique. Donc, il y a 1,8 milliard d'euros mis à disposition pour cet objectif. Et ça, c'est pour le projet Next Generation. Et
Et la somme entière doit être dépensée pour la numérisation. 20% de cette somme doit être dépensée pour cet objectif. Il y a quelques très bonnes intentions, nous n'avons pas encore de résultats. Le soutien financier public, je suis persuadée, c'est une des solutions. Il est également clair qu'il y a des entreprises et des sociétés privées dans lesquelles nous devons investir. Mais ce qui est encore plus important, c'est qu'il faut créer des partenariats plus fructueux. Donc, il faut également alors créer des structures PPP pour les motiver encore davantage. Nous pensons également que plus de numérisation va se faire grâce à des compétences, mais il faut également qu'il y ait une intention claire pour y arriver. Il y a notamment des écosystèmes industriels. Nous en avons identifié 14. Donc, il y en a certains où nous devons encore promouvoir plus de numérisation. Il y en a certains qui sont en retard par rapport à d'autres. Donc, il faut qu'on les aide à numériser davantage. Et cela demande également qu'il y ait des utilisateurs potentiels derrière cela. Et on veut focaliser nos efforts sur ces PME et sur ces sociétés qui ne sont pas, pour ainsi dire, qui n'ont pas la génétique numérique. Comment nous voulons les soutenir? Alors, il y en a 3 points pour y arriver. Donc, tout d'abord, il faut prendre des initiatives. Je suis persuadée que vous savez que récemment, le commissaire a adopté en quelque sorte un compagnie numérique, c'est-à-dire pour vraiment regarder les directions, quelles sont les voies afin de pouvoir accéder à plus de numérisation. Bien évidemment, il faut identifier les business, les affaires et les industries. Donc, d'abord, il faut identifier nos cibles. Et par la suite, dans nos stratégies industrielles, il y a eu des actualisations. Et il faut alors qu'on soit là pour assister des écosystèmes industriels pour arriver à plus de numérisation. Ça, c'est le point numéro 1, identification et soutien. Et après, il y a le deuxième volet, ce sont en fait les itinéraires de numérisation. Donc, il y a des processus qui se traduisent en feuille de route. Ce qui est très important, c'est de mieux comprendre que ces écosystèmes industriels ont des besoins spécifiques. Donc, il faut regarder quels sont leurs besoins et quels sont les obstacles pour pouvoir y arriver. Et puis, il y a un troisième volet. Ce sont les instruments, les outils dont nous avons besoin afin de pouvoir surmonter les obstacles chemin faisant. Donc, nous avons également besoin de prendre des actions, d'être actifs. Nous avons besoin d'applications, d'outils et d'outils concrets, d'actions concrètes à l'intérieur de ces écosystèmes industriels. Comment on veut y arriver? Ben, bien sûr,
il faudrait être le moins bureaucratique possible. Il faudrait qu'il y ait un processus bottom-up du bas vers le haut. Donc, pour y arriver, nous avons besoin de partenaires sociaux notamment. Donc, les industries seront vraiment impliquées de manière importante. Et en ce qui concerne les résultats, eh bien, il faut qu'il y ait des plans d'action personnalisés pour ces industries. La numérisation demande des compétences spécifiques. Il y a souvent besoin d'un accompagnement. Donc, nous voulons aller dans cette direction. Donc, bien évidemment, on sait que personne ne détient la solution absolue. Il n'y a pas de panacée. Il faut chercher. Et puis, juste donnez-moi la possibilité de citer quelques exemples pour illustrer comment nous imaginons cet accompagnement sur la voie de la numérisation. Par exemple, nous voulons travailler pour établir des espaces de données où il y a la possibilité de collecter, de partager des données. Donc, il y a par exemple certains écosystèmes qui sont en avant, comme le tourisme. Mais bien sûr, il y aura d'autres industries que nous allons pouvoir identifier dans l'avenir. Donc, l'espace des données, c'est un des exemples. Et un deuxième exemple, c'est le développement des plateformes locales. Par exemple, nous pouvons soutenir l'économie circulaire et la voie des produits locaux. Donc, les plateformes locales peuvent s'avérer très intéressantes au niveau de transactions dans un type d'écosystème où les plateformes peuvent être là afin de permettre la vente de matériel ou bien de partager des loyers, par exemple, entre plusieurs acteurs, etc. Mettre en commun certaines ressources. Nous estimons que le potentiel afin d'augmenter les activités dans des écosystèmes qui utilisent des plateformes est énorme. Il y a eu des études qui montrent cela. Ça pourrait atteindre jusqu'à 50 milliards d'euros la croissance. Donc, je n'aimerais pas prendre encore plus de temps. J'aurais aimé juste vous donner un petit résumé sur les actions que nous menons afin de promouvoir la numérisation. Bien évidemment, je pourrais encore m'allonger davantage sur l'intelligence artificielle, le merchandising numérique. Bien évidemment, on pourrait continuer davantage, mais là maintenant, merci beaucoup de votre attention. Madame Suparti, thank you so much for your Madame Suparti, merci beaucoup pour votre présentation. On va avoir des questions à la fin du panel, donc restez avec nous.
les deux intervenants nous ont présenté des aspects pertinents de la compétitivité et maintenant nous allons voir les différents aspects des États membres et de la Commission. Et nous aimerions avoir également l'avis, l'opinion des parties prenantes. Il y a Joséphine Wood, l'agente principale des programmes chez EuroHPC. Et elle s'occupe des connexions, des relations entre les entreprises, les États membres européens. Oui, bonjour. Je vais juste partager mon écran pour que vous voyez ma présentation. Est-ce que vous pouvez la voir? Donc, bonjour tout le monde. Bonjour, secrétaire d'État, mesdames et messieurs. Je trouve que les présentations que nous venons d'entendre étaient très intéressantes. Et je vais juste montrer comment cette question de HPC avance. Et nous avons vu dans la présentation de Madame Suparti la position européenne et c'est effectivement ce que nous voulons faire d'assister ce processus de numérisation en Europe. Je suis le High Performance Computing, donc HPC, est quelque chose dont peut-être pas tout le monde en a entendu parler, mais c'est en effet ce que nous faisons. Nous sommes basés à Luxembourg et nous soutenons les utilisateurs de HPC partout en Europe. Je vais en parler plus tard, qui sont ces utilisateurs. Nous avons un ordre du jour d'innovation de recherche très ambitieuse. Et la raison pour laquelle nous faisons ceci, c'est justement parce que nous essayons de soutenir les États membres de l'Union européenne et également parce qu'en 2016-2017, nous avons conclu que nous n'avons pas assez d'infrastructures pour le calcul de haute performance, donc le high performance computing. C'est pour cette raison que la Commission a établi cette agence avec le soutien des États membres et c'est ce que nous avons aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il y a 32 États membres participants, 2 membres privés du secteur privé. Nous sommes un PPP, donc un partenariat de privé-public et il y a 1,5 milliard d'euros qui est notre budget. Et dans un nouveau budget, nous allons y consacrer encore plus d'argent et on espère que les États membres vont pouvoir contribuer à cette somme. Et justement, c'est pour élaborer et de renforcer l'infrastructure numérique partout en Europe. Donc, voici une photo de l'inauguration de notre agence à Luxembourg. Pour l'instant, nous sommes une entité de procurement. Et il y a plusieurs 8 locations à travers l'Union européenne qui sont des supercomputers, donc c'est-à-dire des ordinateurs super qui opèrent à un très haut niveau de computation. Donc, pour l'instant, nous en avons 7 supercomputers et nous sommes en train d'investir de 360 millions d'euros. Pour que ces ordinateurs soient opérationnels, nous sommes en cours de développer les détails de ce processus. Comme vous voyez, c'est en Slovénie et un autre endroit à Luxembourg où se trouvent les 2 supercomputers qu'on essaye d'établir. Et plus tard, on aura en République tchèque, Bulgarie, Portugal et 2 autres en Finlande et en Italie qui vont entrer en ligne
dans le futur, dans l'avenir. Donc, il s'agit des logiciels, mais aussi des hardware aussi. On va lancer des clauses d'accès justement pour des représentants du monde des chercheurs, donc des sciences, des États membres, de la Commission, et vont décider qui aura effectivement un droit d'accès à ces ordinateurs de haute performance. On essaie de monitorer, de suivre des projets de modélisation avec des visualisations, des projets qui ont été développés dans l'Union européenne et qui ont besoin d'une assistance de supercomputing. Donc, pourquoi une entreprise va avoir besoin d'accès à une supercomputer? C'est justement parce que le pouvoir de données va augmenter, va devenir encore plus important dans l'avenir. Donc, on va avoir besoin des sources de données plus robustes, plus stables, qui pourront calculer les données, stocker, protéger ces données. Et puis, pour des instances de recherche, de pouvoir profiter de traiter ces données, ils auront besoin d'une assistance de supercomputing. Donc, c'est pour cette raison qu'on a décidé de travailler, de collaborer avec la Commission dans le cadre de Horizon 2020. Et on va continuer dans des programmes de l'Union européenne dans l'avenir aussi, d'inclure, d'intégrer notre assistance, nos efforts de supercomputing dans la technologie HPC, l'application des logiciels, la recherche HPC et des compétences et soutiens HPC. Ce sont les aspects de notre écosystème que nous sommes en train de construire justement pour que ce domaine devienne un endroit plus attirant et plus compétitif. Donc, pour l'instant, vous voyez dans des boîtes sur l'écran, il y a des différents cours que nous sommes en train d'organiser. Par exemple, nous organisons des formations à l'éducation supérieure, justement pour former la prochaine génération. Donc, ça fait septembre 2020 que de plus en plus de tels ordinateurs sont en opération. Mais la nouvelle MFF nous permet d'effectivement donc, en conformité avec la nouvelle réglementation, comment on peut élargir notre activité et comment on peut les ordinateurs de supercomputers connectés à travers l'Union européenne, comment on pourrait profiter de l'opération de cette technologie. Et comment nous avons prévu de développer et d'élargir notre infrastructure justement pour pouvoir augmenter notre assistance dans le fonctionnement de l'Union européenne. Sur ce diapo, vous voyez des chiffres qui indiquent les différents programmes responsables pour l'exécution de nos projets. Le nouveau programme d'innovation des outils européens font partie du programme de l'Europe numérique. Il y a plus de 2 milliards d'euros de financement pour le déploiement, pour le développement de l'infrastructure et le développement des services de supercomputing, de HPC. Donc, c'est justement pour que la numérisation européenne intègre cette
les activités de cette technologie, de notre agence. Nous avons déjà, au cours de prochains procurements, on espère d'assembler plusieurs services de supercomputing justement et pour pouvoir réserver des compétences et des capacités justement pour qu'on puisse fournir des services de bonne qualité à nos utilisateurs. Donc, il y a le Horizon Europe, les technologies dans le cadre de ce programme, justement, qui s'intègrent à notre activité. C'est pour connecter les différentes machines et de commencer à travailler sur la connectivité de données des différentes machines. C'est là où les données et l'infrastructure sont joints dans le projet. Il y a des plateformes de données que j'ai mentionnées auparavant. Nous faisons également partie de Green Deal, donc de l'accord vert pour l'Europe, l'accord vert pour l'Europe. Et l'avenir, il faut qu'on s'assure que l'avenir de nos machines est de plus durable possible. En termes d'efficacité énergétique, la performance doit être également impeccable de ces machines. Donc, on essaye de contribuer à notre lutte pour la durabilité de notre planète. Donc, pour conclure, et pour répondre à la question, est-ce que les supercomputers vont-ils, contribuer à la compétitivité de l'Union européenne? La réponse est oui. Nous le pensons que oui. Nous pensons que d'établir cet écosystème de high computing en Europe sont déjà 350 milliards d'euros ont été déjà investis dans le lancement de ce projet, justement de fonder cet écosystème en Europe pour renforcer notre compétitivité dans l'ère numérique. Et je pense que les ordinateurs qui sont déjà en ligne ont démontré déjà des résultats importants et les réglementations des États membres des autres États membres, j'espère qu'ils vont considérer d'acquérir de tels supercomputers eux-mêmes pour qu'il y en ait de plus en plus à travers l'Union européenne, puisque ça pourrait renforcer et vraiment accélérer les projets sociaux et industriels. Donc, je vous assure, de mon point de vue personnel, je pense effectivement que c'est vraiment une pièce de technologie fantastique et incroyable que nous avons pu accomplir avec ces supercomputers. Nous attendons impatiemment la mise en ligne des 5 autres ordinateurs, super ordinateurs, dans les prochains mois et prochaines années. Et nous espérons de pouvoir continuer notre collaboration en conformité avec les nouvelles réglementations. On veut également renforcer la numérisation de l'Union européenne, c'est-à-dire les technologies. Nous conduisons des recherches sur l'intelligence artificielle, la robotique, la protection des données, le traitement des données, etc. Donc, tous ces domaines dont nous avons déjà parlé. Et on essaie également d'aider les utilisateurs pour les former, qu'ils sachent ce dont les high performance computers auront besoin pour l'opération. Donc, quelles seront les compétences et le contexte dans lequel ils pourront manier ces machines.
On pourrait l'utiliser pour des systèmes d'efficacité énergétique, la modélisation pour des automobiles énergétiques, électriques, ou bien pour... on va avoir des hommes numériques et des mondes numériques. Donc, il y a des aspects, des domaines de recherche que nous sommes en train de découvrir. Donc c'est vraiment l'habilité de la capacité de pouvoir de faire le calcul des données et de traiter des données, de beaucoup plus de données qu'un ordinateur normal peut effectuer. Donc, c'est vraiment une capacité de calcul augmenté, ce que c'est le HPC. Et pour conclure, on essaye d'étendre notre investissement non seulement pour le développement des compétences générales, mais vraiment des compétences pour pouvoir gérer ces machines, ces superordinateurs. Donc, nous veillons également à ce qu'il y ait une équipe qui aura les connaissances pour faire ainsi. Donc, cet écosystème de haute performance, de calcul haute performance ou informatique haute performance est quelque chose que nous faisons, c'est ce que nous faisons, que nous sommes en train d'élaborer et de construire, et c'est justement parce que nous pensons que ça serait notre avenir. Et si vous allez avoir des questions après, j'attends de pouvoir y répondre. Merci beaucoup de cette présentation. Oui, pour l'instant, nous ne connaissons pas vraiment ce dont vous voulez parler parce que c'est très, très, très passionnant. Alors maintenant, j'aimerais donner la parole aux représentants des affaires. Elizabeth Vittori représente le groupe Vodafone et qui gère les affaires et les relations avec l'Union européenne. Nous allons, à la fin de notre session, avoir des questions. Merci. Bonjour, mesdames et messieurs. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier de cette invitation à cette conférence. Et même si je suis présent que virtuellement, c'est un réel honneur de parler à cette conférence. Et puis, aujourd'hui, j'espère pouvoir partager avec vous des données vraiment très intéressantes et encourageantes en ce qui concerne l'utilisation des fonds de recouvrement qui est là pour aider la numérisation. Permettez-moi tout d'abord de partager certains diapos avec vous afin de pouvoir vous montrer les données. Alors, je vais essayer de partager mon écran avec vous. Est-ce que vous pouvez voir? Oui. Il y a 4 domaines en particulier que j'aimerais très brièvement caractériser. Tout d'abord, regardons quels sont alors les niveaux de numérisation que distingue l'Union européenne. Après, il y a certains critères que nous avons déjà accomplis, puis après, il y a des écarts. Et puis après, il y aura des recommandations, comment combler ces écarts. Si nous regardons le niveau de nos ambitions, en particulier les ambitions qui sont devant nous. Madame la ministre Varga, dans son discours d'ouverture, a dit que oui, en fait, c'est souvent une seule fois dans sa vie qu'on peut redémarrer quelque chose, de vraiment appuyer sur le bouton Reset. Donc,
Oui, il y a alors une décennie de numérisation qui est lancée. Nous avons des objectifs, oui, mais ce que nous voulons également faire, c'est que nous voulons que les citoyens et nous tous ayons un meilleur monde et comment la numérisation peut servir cet objectif. Donc, il y a, oui, des compétiteurs, des concurrents globaux qui sont nos concurrents. Et en Europe, il y a plusieurs domaines, notamment la santé, etc., qui sont là. Et il faut qu'on réussisse au niveau européen pour améliorer nos conditions et de réussir. Nous avons plusieurs packages et avec un grand soutien financier actuellement en place pour aider la numérisation. Donc, après, il y a bien évidemment les stratégies industrielles qui sont développées, mais pas simplement l'industrie qui représente un domaine intéressant, mais également, par exemple, la concurrence. C'est également une question très intéressante. Et puis, ce qui est très important, c'est que nous soyons partenaires, secteur public et secteur privé, pour atteindre ensemble, communément, les objectifs que nous nous fixons. Donc, nous avons alors des cibles devant nous, des objectifs. Alors, pourquoi ces objectifs sont si importants à atteindre? Nous voyons qu'il y a, par exemple, la deuxième sur la liste, c'est l'infrastructure numérique. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça, c'est le fondement de toute numérisation, sans laquelle les autres objectifs ne pourront pas être atteints. Connectivité a vraiment, c'est la clé de voûte, c'est ça qui va tout changer. S'il n'y a pas de connectivité, les autres objectifs ne pourront pas être atteints. Et puis aussi, si le niveau de qualité de la connectivité n'est pas suffisant, nous ne pouvons même pas travailler, accomplir nos tâches. Donc, la connectivité est derrière tout, est la base de tout. Clairement, c'est vraiment quelque chose qui modifie tout le système. Et puis, nous devons être très prudents, ne pas exclure qui que ce soit. Là, vraiment, il faut qu'on soit responsable. Il faut savoir que 30% des citoyens européens vivent dans des zones rurales. Si nous ne sommes pas capables de les inclure, en fait, 30% de la population européenne n'aura pas accès à ce monde numérisé. Et puis, il y a la nécessité d'élaborer des programmes pertinents pour les PME. Oui, ça, c'est l'intensité fondamentale pour les affaires. Et pourquoi c'est si important? C'est parce que 2 sur 3 salariés européens sont employés par des PME. En fait, c'est super important. Donc, on voit également que si un PME se numérise, a un CA 26% plus important que le reste, qui n'aura pas fait de numérisation. Donc, il faut qu'il y ait alors une performance numérique qui fait qu'il faut qu'on ait c'est-à-dire, si on numérise, on sera capable, si on traduit cette augmentation d'activité de CA, ce serait 7,2% de croissance qui se traduirait avec des sommes faramineuses. Je suis désolée, je vais y arriver.
Quels sont les obstacles de base? Alors, regardez. Là, nous avons des obstacles, des barrières. Donc, juste 17% des PME étaient capables de faire le switch numérique. Et puis, nous avons vraiment des écarts très importants encore présents dans l'infrastructure européenne et cet écart persiste depuis des années. Et nous sommes vraiment tous derrière nos objectifs d'ailleurs fixés dans ce domaine. Et notamment en matière d'infrastructure. Nous avons juste 14% de couverture de 5G, contrairement à plus de 70% des États-Unis. Donc, il y a aussi un très haut niveau de scepticisme en ce qui concerne les investisseurs dans l'investissement dans les infrastructures numériques. Comment nous pouvons alors travailler là-dessus? Donc, il y a par exemple plusieurs facteurs de résilience, une vingtaine qui ont été listés. Donc, il y a 20 plans qui, en quelque sorte, sont reliés à des objectifs de décennies numérisés et c'est 130 milliards d'euros de budget. Et regardez, ce que j'aimerais d'ailleurs juste souligner, c'est l'écart dans l'infrastructure. Comme je viens de souligner, c'est vraiment la base de tout parce que sans combler cet écart, nous ne pourrons pas atteindre nos autres objectifs. Là, nous avons en fait les fonds nationaux qui peuvent être utilisés, les ressources nationales. Ça, c'est moins que la moitié, c'est-à-dire moins de 50% de financement vient des fonds nationaux. Et puis après, il y a les juste 10% des PME qui sont inclus dans les plans de recouvrement nationaux en ce qui concerne le volet numérisation. Il est clair désormais qu'il faut vraiment investir massivement, notamment à travers les plans de recouvrement nationaux. Néanmoins, ces plans nationaux ne sont pas les seuls instruments, mais c'est probablement l'un des plus importants. Il est également évident qu'il faut porter un peu plus attention, plus large et plus détaillé comme attention, afin de bien cibler ce que nous voulons atteindre en matière de numérisation. Il est clair que les fonds actuels ne suffiront pas pour combler les écarts en ce qui concerne l'écart dans l'infrastructure et les professionnels et le niveau de numérisation des PME. Donc, il faut qu'il y ait un partenariat public-privé dans le financement pour arriver à combler cet écart. Il faut vraiment se focaliser sur le fait de comment apporter massivement de financement privé, par exemple. Nous avons besoin de plus d'investissements publics, mais il faut absolument réformer les politiques afin de pouvoir augmenter la santé globale de tout le secteur. Alors, nous avons besoin des mesures ciblées au niveau national, mais nous avons également besoin des mesures prises au niveau européen. Et puis, il est également très important que l'application, la réalisation se fassent rapidement et il faut également que les réformes se fassent rapidement.
il faut aussi voir comment nous pouvons éviter les duplications, comment nous pouvons vraiment regarder quelles sont, administrativement parlant, les voies les plus efficaces. Et puis, il faut également voir quelles étaient les difficultés des dernières années. Donc, notamment, il y a la structure du marché qui est d'une part compétitive, mais il y a également une certaine fragilité. Donc, il faut encourager l'investissement et en fait, nous pensons, et c'est ce qui est le plus important, c'est qu'il faut vraiment faire de sorte qu'il y ait des fonds publics afin d'entraîner plus d'investissements privés pour vraiment plusieurs types d'affaires qui passent par la modélisation. Il faut qu'il y ait plusieurs instruments et outils numériques pour cela. Donc voilà, c'est ce que j'aurais voulu vous dire et maintenant je vous remercie de votre attention et la parole est à vous. Donc merci beaucoup Madame Erzsébet Fittori d'avoir présenté le point de vue du groupe Vodafone et maintenant j'aimerais donner la parole à Monsieur Nyerch et qui représente une société hongroise dans le domaine informatique. Mesdames et messieurs, c'est génial que je puisse être en personne avec vous, même si on parle de la numérisation. J'aurais pu être en distance, mais c'est quand même très différent de vous parler personnellement. Je suis convaincue que la numérisation est essentielle et pour la société et pour les entreprises en Europe. La pandémie nous a montré et prouvé que les technologies numériques sont capables à maintenir notre fonctionnement, sont capables de nous maintenir en vie. Ça a vraiment aidé à notre survie. Imagine un instant ce que nous aurions pu faire sans ces technologies. Et alors, comment nous pouvons les appliquer encore davantage? Voilà la question. Et puis, il faut également voir qu'il y a des écarts, des différences entre pays. La communication mobile, etc. Donc, on voit qu'en Europe centrale et orientale, quelquefois, nous avons eu de meilleurs résultats par rapport aux pays occidentaux. Nous pouvons être quelquefois plus compétitifs. Et maintenant, c'est la Chine qui nous court-circuite dans ce domaine. Et la Chine, c'est le numéro 1 pour l'innovation. Regardez par exemple le groupe Alibaba. Il y a un marché interne qui est déjà énorme. Il y a suffisamment de consommateurs internes, mais il y a également l'export. Et puis après, deuxième place, c'est les États-Unis qui étaient tout le temps là, en avant, qui a également un marché unique interne très important. Et puis, il y a également un message très fort en matière de compétitivité. Et puis, évidemment, la plupart des compagnies ont profité de cette pandémie, notamment aux États-Unis. Et l'Europe, malheureusement, a pris de retard. Malheureusement, je dois dire, l'Europe ne sont pas du tout compétitifs par rapport à la Chine ou aux États-Unis. Et je suis persuadée que nous devons vraiment faire quelque chose pour rattraper le peloton de tête. Parce qu'eux, ils sont en avant et maintenant, il faudrait qu'on soit plus innovateurs.
puis, qu'est-ce qui est au centre souvent de nos considérations? Les données. Souvent, on dit que les données, c'est la nouvelle devise. Et c'est une ressource si importante que nous devons exploiter. Nous devons collecter, nous devons analyser ces données. Nous devons prendre de meilleures décisions en ce qui concerne l'offre de produits et de services grâce à l'analyse des données. Et puis, oui, il y a plusieurs barrières encore afin de pouvoir mieux utiliser ces données. Pour les sociétés commerciales, c'est juste un must. Ce n'est pas quelque chose qui serait bien à avoir, non, c'est un must. Donc, c'est pas une question d'être plus compétitif, non. C'est que si les entreprises, les sociétés commerciales le font, resteront en vie. Sinon, non, disparaîtront. Il est également important de souligner que le secteur public doit investir également dans la technologie numérique, notamment pour les mêmes raisons, pour mieux servir les citoyens, pour optimiser les processus. Mais le secteur public a d'autres missions très importantes, notamment l'éducation. Donc, l'éducation, la numérisation. Bon, quand on parle de numérisation, nous pensons que ça va se passer automatiquement. On met un ordi sur la table et puis c'est fait. Ben non, les gens ne savent pas comment utiliser. Donc, quand on teste, quand quelqu'un dit comment on fait, ça va. Mais en fait, il faut vraiment construire tout un processus, toute une architecture. Donc, en fait, numérisation, c'est un travail intense. Une fois qu'on est là, on sera là, on va avoir une transparence augmentée pour nous. Et avec cette transparence, on va pouvoir prendre en considération notre vie à nous et heureusement, on espère de pouvoir prendre des meilleures décisions concernant notre vie. Pour faciliter ceci en Europe, il faut qu'on comprenne comment ces données fonctionnent et comment il fallait traiter ces données. Il faut enlever les barrières, il faut retravailler les réglementations, les règles. Donc, c'est rien de nouveau, mais il faut qu'on le fasse vite. Vous voyez ce qui s'est passé avec cette histoire de vaccin. Donc, au début, il n'y a pas d'entreprise européenne qui a pu développer un vaccin qui fonctionne. Donc, et de le fabriquer dans une quantité suffisante. Maintenant, ensuite, avec le pass vert pour le passeport vert pour les vaccins, est-ce que ça va, on va s'en servir après la pandémie? Non, je ne pense pas. Mais comment ça va marcher? Donc, je pense que ces nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle, l'apprentissage machine, ce sont toutes des technologies qu'il faut qu'on comprenne et qu'on utilise mieux. Cette question se rapporte également à la diversité de nos entrepreneurs, des entreprises. Il faut qu'on les aide, mais elles sont toutes différentes, ces entreprises. Il faut qu'on aide leurs épanouissements, mais il faut comprendre comment ils fonctionnent. Moi et mon entreprise, nous pensons que des pays individuels ne peuvent pas réussir tout seuls s'ils agissent individuellement. Et je reviens à mon exemple du début. En fin de compte, on ne peut pas vraiment entrer en compétition avec la Chine ou les États-Unis. Et qui est-ce qui va souffrir? Les employés, les entreprises d'Europe. Donc, si on aide à développer, on développe une application pour le suivi des infections. En Allemagne, peut-être ça a aidé l'Allemagne de ralentir un peu le contagion
mais ça n'a pas aidé l'Allemagne d'arrêter le Covid. C'est la même chose en Hongrie. On était très vite à réagir et d'avoir la carte qui permette l'ouverture de nos entreprises. Mais est-ce que ça a réinvité ou attiré les touristes? Non, pas du tout. Donc, je pense que c'est pour cette raison qu'il faut qu'on joigne nos efforts et qu'on unisse nos efforts pour rendre la vie meilleure pour les citoyens européens. Merci, Monsieur Nietsch, pour cette perspective réalistique de cette question de la communauté des affaires sur la numérisation européenne. Donc, nous avons besoin d'entendre ce type d'aperçu plus souvent. Donc, maintenant, je voudrais donner la parole à Marie-Thérèse Thiel, qui est la vice-présidente de la Chambre de commerce germano-hongroise. Vous avez sûrement un aperçu intéressant de la numérisation que vous allez maintenant présenter. La parole est à vous. Merci beaucoup. Merci pour l'organisateur de cette aux organisateurs de cette conférence. Donc, merci pour l'invitation et je vous remercie également, Monsieur le secrétaire d'État et tous les autres chers collègues. Je voudrais maintenant parler du point de vue des entreprises, une entreprise, parce que moi, à part d'être la vice-présidente de la Chambre de commerce germano-hongroise, pendant 15 ans, j'étais responsable pour Elmu et Maas dans leur conseil d'administration. Et il y a 4-5 ans, comme le secrétaire d'État a dit, on parlait, il y avait des buzzwords de mots d'attrape qu'on ne comprenait pas vraiment de cette numérisation, qu'est-ce que ça voulait dire, mais cette numérisation, la transition numérique, ce n'est pas seulement pertinent pour les startups, pour les entreprises numériques, mais pour des entreprises traditionnelles comme Elmu Emas, qui est une entreprise d'électricité traditionnelle dans le sens le plus propre de ce mot. Donc, pour mentionner des exemples, je pense qu'on peut trouver des instances où la transformation numérique est tout à fait pertinente pour tout le monde. Donc, ce n'est pas seulement une nouveauté pour les startups, mais c'est vraiment pour pour les activités principales et des processus principaux de chaque entreprise, même traditionnelle. Évidemment, il est inévitable d'effectuer des investissements dans de logiciels, mais également de hardware et de personnel, donc ressources humaines, ainsi que de préparer les clients également à cette transition numérique, surtout pour des entreprises qui traitent des transactions de masse comme télécom, donc des entreprises de télécommunications ou d'autres grandes entreprises. Donc, pour préparer la clientèle, les clients, c'est essentiel aussi. Donc, on a essayé, par exemple, nous, à développer tout ce cycle du compteur à l'encaissement numérique. Donc, le processus entier commençant avec la lecture du compteur, par exemple, pour l'électricité, jusqu'à ce qu'on paye la facture. Donc, les entreprises doivent doivent se concentrer sur des gens
Et évidemment, il y a des natives numériques qui ont une compétence innée, mais en même temps, la numérisation, ce n'est pas quelque chose de luxe, c'est quelque chose qui doit faire partir de notre vie quotidienne. Et il faut qu'on veille à ce que des gens ne sont pas laissés derrière. Donc, la numérisation, il s'agit d'une grande partie de la technologie, mais aussi d'une autre grande partie de la numérisation, c'est justement d'essayer de convaincre, de changer les esprits des hommes, des gens, pour qu'ils soient préparés à cette transformation numérique. Il faut développer cette transformation numérique dans chaque industrie et l'intégration de la technologie de l'intelligence artificielle va être un défi important. Par exemple, je connais une entreprise qui a fabriqué des produits qui pourraient réduire la consommation énergétique des trains. Donc, par exemple, c'est pour démontrer un exemple qui démontre la nécessité de cette smart technologie dans chaque industrie. La COVID nous a vraiment poussé à s'améliorer, à s'accélérer dans ce processus, justement, et chaque entreprise a eu l'expérience qu'il est essentiel de transformer le bureau en une opération sans papier, parce qu'avec le home office, avec le travail à distance, on a vu que si on n'a pas un processus RH numérique, alors dans cette année récente, on n'aurait pas pu fonctionner à un tel niveau qu'on a finalement pu. Donc, je veux souligner un autre aspect. La numérisation va main dans la main avec l'électrification. Donc, on a besoin des réseaux et l'infrastructure électrique plus intelligents, plus smart. Et il faut se rendre compte que la consommation énergie va augmenter avec les nouvelles technologies. Donc, pour le stockage de données et d'assurer l'électricité pour faire opérer tous ces appareils, toutes ces technologies, c'est une question qu'il faut assurer également. Et je pense que cette conférence et surtout ce panel de cette conférence montre bien la volonté et l'intention de la Hongrie, mais aussi, je peux dire, au nom de la Chambre de commerce germano-hongroise, que l'Allemagne et l'Autriche également travaillent sur ce réseau numérique, d'élargir et de développer ce réseau numérique nous essayons nous organisons des conférences, échangeons les bonnes pratiques, des idées, des éléments de e-gouvernance et tout ce qui contribue à l'efficacité de la transition numérique. Donc, il faut également tenir en compte que la numérisation, ce n'est pas une course à vitesse, mais c'est quelque chose qui est le but de nous tous. Merci, Madame la vice-présidente. Et nous avons recueilli des questions des auditeurs sur Twitter. Et la première question s'adresse à Madame Superti. Comment vous mesurez l'efficacité du feuille de route, de la feuille de route que vous avez mentionnée dans votre discours? Oui, je ne sais pas pour quelle raison, mais je n'ai pas de vidéo. Mais j'espère que vous m'entendez. Ah si, ça marche.
Donc, est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Donc, comment vous mesurez l'efficacité de la feuille de route que vous avez mentionnée dans votre présentation? Donc, comme j'ai dit, cette feuille de route vise à identifier les besoins, tout d'abord, ensuite des difficultés, des défis, enfin des bouchons, et après les avoir identifiés, de trouver des solutions pour les déboucher. Et par définition, ce processus que je viens de mentionner est censé être un processus de co-création. Donc, c'est-à-dire c'est un processus plus organique en essayant de trouver les solutions les plus aptes, les plus appropriées. Évidemment, nous avons des objectifs politiques à l'égard de la numérisation, mais il faut qu'on ait une discussion avec les industries et voir au sein de l'industrie comment ces politiques peuvent être appliquées, employées. Donc, c'est un travail en progrès qui est en cours. Donc, c'est une ambition, c'est une feuille de route. Et je pense que dès qu'un plan d'action sera défini, on veut identifier des objectifs, mais il faut qu'on se mette d'accord sur ces objectifs et des pierres angulaires, des étapes marquées, des objectifs principaux doivent être définis et il faut qu'on se réfère dans un consensus. Donc, il faut que ces objectifs soient identifiés d'un point de vue collectif. Merci beaucoup. Deuxième question à Madame Fittori. Il y a beaucoup qui se questionnaient sur la différence entre 4G et 5G. Donc, est-ce que vous pouvez clarifier la différence? Quelles sera les différences principales entre les deux réseaux? Oui, merci pour cette question qui est effectivement très importante. Je pense que 5G va améliorer la performance de la connectivité mobile en 3 domaines principaux. Premier domaine, premier aspect, c'est la vitesse. Donc, on va voir que ça serait 10 fois plus vite la connectivité qu'on va voir sur le réseau 5G. Donc, avant, c'était 25 mégabits par seconde. Et avec le 5G, ça va augmenter à 200, 300 mégabits par seconde. Donc, on voit que ça sera une accélération importante. Deuxièmement, il y a la latence faible. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le temps de différence, temps d'écart pour des services en ligne pour réagir à aux demandes de l'utilisateur. Ça, c'est un aspect essentiel pour des services comme la réalité virtuelle, réalité augmentée, où effectivement le temps de réactivité est essentiel. Mais si on regarde la question des conducteurs automatisés, je pense que cette question de latence faible ou de renforcer la latence est important. Troisièmement, il y a la question que le trafic de données, donc ça sera mieux surveillé, donc par exemple, pendant l'Euro 2020, par exemple, il y a beaucoup de gens, des gens veulent utiliser leurs appareils
dans une stade de foot, par exemple, on va voir que la capacité de pouvoir traiter toutes ces données sera améliorée dans le réseau 5G. C'est pour cette raison que je pense qu'il est important qu'il sera une éventail de nouvelles applications qui seront développées avec cette nouvelle réseau 5G. Donc, je pense que beaucoup de que toutes ces applications ne seront pas accessibles aux gens sur le 4G. Donc, c'est pour cette raison qu'il sera important de pouvoir transmettre à ce nouveau réseau. Ou bien si on parle du téléchargement, là aussi, ça se passera beaucoup plus vite. Les services de streaming, ou bien pour la réalité virtuelle, réalité augmentée, les applications qui travaillent dans ce domaine vont voir une accélération formidable avec le 5G. Je pense que ça serait transformationnel, surtout non seulement pour les utilisateurs, pour les citoyens, mais l'impact transformationnel révolutionnaire sera expériencé par les entreprises également, parce que je pense que en matière de e-santé ou e-justice, on va voir qu'on va pouvoir, par exemple, effectuer des opérations chirurgicales à distance ou bien agriculture de précision. Avec 5G, on va pouvoir soutenir des drones justement pour assister dans une situation d'urgence, pour des voitures sans conducteur et des différentes applications de smart city, donc des villes intelligentes. Je pense qu'il y a des opportunités, des usages multiples qui aujourd'hui ne font même pas partie de notre réalité, mais que je pense que dès que la technologie sera accessible, il y aurait un boom d'innovation. On va voir vraiment des applications des technologies émergentes. Merci, Madame Fitori. Et la dernière question, c'est à Madame Thiel. Quels sont les domaines de technologie en Hongrie de développement numérique qui nous rendent compétitifs? Alors, je pense, maintenant ma vidéo est allumée, donc je pense que comme je travaillais chez une société hongroise qui appartenait à un groupe allemand. Mon expérience, c'était que on a pu avancer avec le changement, les transformations des processus plus vite en Hongrie qu'en Allemagne, parce que ce que j'ai vu, c'est que les équipes hongroises étaient habituées, étaient formées et beaucoup plus flexibles en termes de transition numérique. Donc, je pense que l'avantage de compétitivité est dans le personnel, donc les travailleurs, les employés. Et je pense que les Hongrois sont souvent beaucoup plus compétents, plus assidus dans cet égard. Donc, de mon avis, je pense que c'est un avantage. Et si vous consultez avec le secrétaire d'État ou ce qu'il vient de mentionner, avec tous les programmes et projets de développement pour la transition numérique qui sont en cours, vous avez un ministère d'innovation et de technologie dans votre établissement, dans vos administrations. Donc, je pense que cela pose un avantage très caractéristique, très important. Mesdames et messieurs, merci pour les intervenants et pour l'auditeur, aussi pour ce panel intéressant. Et maintenant, il est temps d'avoir notre pause de déjeuner et on va retourner pour le troisième panel qui s'intitule « Numérisation et citoyens européens, comment assurer une transition éthique ». Donc,
On se revoit après le déjeuner. Merci.